Je me rappelle très bien le dernier repas sur le Titanic. Sur la table, nous avions un grand vase de jonquilles, qui était aussi fraîche que si elle venait de... Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Bonjour chers visiteurs, aujourd'hui je vous propose de poursuivre notre visite du Titanic. Je sais que vous attendiez ça avec impatience et je suis ravi de vous dire que l'heure est enfin venue. Après la troisième et la deuxième, nous allons nous attaquer à la première classe. C'était une nouvelle incroyable, je n'y croyais plus d'ailleurs. J'avais tellement attendu ce moment. Enfin, nous n'allons pas tout visiter d'un coup. Comme il y a énormément de choses à dire, j'ai choisi de découper la visite en plusieurs morceaux. Ceci dit, j'ai dû trancher une épineuse question. Par quoi commencer ? Après maintes réflexions, je me suis dit que, pour vous mettre l'eau à la bouche, rien ne serait plus approprié qu'un bon repas. Enfin, quand je dis bon repas, c'est un euphémisme indécent. Nous serons bichonnés par des chefs issus des meilleurs restaurants du début du XXe siècle et dans les plus beaux endroits du paquebot. Il faut dire qu'à son époque, le Titanic a repoussé toutes les limites en termes de luxe et de raffinement. Il peut même se targuer d'avoir la plus grande et la plus luxueuse salle de restaurant flottante de son temps. Il parvient même à rivaliser avec les plus grands palaces terrestres. Batterie de couverts en argent, panoplie de verres en cristal. Un repas au Phuket se passerait presque pour un arrêt à une brasserie d'autoroute, à côté d'un dîner sur le Titanic. Non, j'ai eu de la bonne pitance. Même la vinaigrette de la salade est faite à base de champagne et de safran. Au menu, plus d'une dizaine de plats et une demi-douzaine de boissons. Le tout servi dans de l'argenterie digne des plus grandes cours d'Europe. Mais en première classe, le dîner ce n'est pas que manger, c'est aussi l'occasion pour les passagers d'étaler leurs richesses et de tisser des liens entre eux. Je ne palabrerai guère plus car nous avons beaucoup de choses à faire et encore plus à déguster. J'espère que vous avez faim car aujourd'hui je vous emmène manger sur le Titanic avec les passagers de première classe. Bien, où voulez-vous aller ce midi? En première classe, on a l'embarras du choix. Le Titanic nous propose 2 endroits où manger. Bien entendu, les 2 restaurants sont aussi luxueux l'un que l'autre. En revanche, c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, il y a la salle à manger des premières classes, sur le pont D, un lieu de rendez-vous incontournable. C'est grand et il y a du monde, mais l'ambiance peut être quelque peu guindée si on n'est pas habitué, surtout le soir. Sinon, il y a le restaurant à la carte. C'est plus informel, plus intimiste. Alors ? Ah oui, difficile de décider. Bon, voilà ce que je vous propose. Ce midi, nous allons manger au restaurant à la carte, et ce soir, nous allons au grand dîner dans la salle à manger. Ça vous va? Oui, ça c'est... Mais oui. Bien, vous n'avez plus qu'à me suivre. L'avantage du restaurant à la carte, c'est qu'il est ouvert de 8h à 23h et qu'on peut y aller quand on veut, contrairement à la salle à manger où le déjeuner est servi de 13h à 14h30. Le restaurant est situé sur le pont B, au même niveau que les ponts promenades de première classe. Autrement dit, en quelques pas, on peut aller prendre une bolée d'air marin pour digérer après avoir déjeuné. Vous aimez l'air marin, vous aussi? Ça dégage bien les sinus. On y accède facilement, il est juste en bas du grand escalier. Escalier que, je suis sûr, vous avez déjà dû voir quelque part. Le restaurant est précédé d'un salon, idéal pour papoter un peu avant d'aller manger. Mais je vous sens trépigner d'impatience, alors entrons sans tarder. Il suffit de prendre le petit couloir qui part du salon. D'aucuns affirment que le restaurant à la carte est le lieu le plus luxueux du navire. D'ailleurs, entre eux, les passagers surnomment l'endroit le Ritz. Une passagère de première classe en a même fait un éloge qui frôle le panégyrique. C'était le summum du luxe. Les tables étaient joyeusement décorées de roses et de marguerites. Les violons de l'orchestre jouaient Puccini et Tchaïkovski. Il faut dire que le style Louis XVI de la décoration est tout à fait opulent. Détail qui a son importance, on a utilisé le même bois pour les boiseries des murs et les fauteuils, histoire que tout soit assorti. Pour les curieux, il s'agit de noyer français. Ici, l'ambiance est plutôt intimiste, et on vient en petit comité, les tables n'excédant pas 8 personnes. Côté contenance, la salle peut accueillir tout de même 137 convives. C'est considérable, mais bien moindre que la capacité de la salle à manger. La carte est changée tous les jours et on peut même faire des demandes spécifiques au chef. Il n'est pas rare que les passagers viennent ici quand ils ont un événement à fêter et qu'ils veulent un plat spécial pour l'occasion. D'ailleurs, ironie du sort, le soir du naufrage, des passagers avaient fait donner un repas sur mesure en l'honneur du capitaine Smith, le commandant du Titanic, qui s'apprêtait à prendre sa retraite. La particularité du restaurant à la carte est qu'il est totalement indépendant de la compagnie qui gère le Titanic. Son chef, un Italien qui a fait César Moritz, a lui-même composé son équipe. Naturellement, les cuistots sont surtout français et italiens. Tiens, voilà 1, voilà 2. À quoi on joue là? C'est du chaud. Regarde la tronche qu'ils ont, je te dirai après.
En plus d'un personnel à part, le restaurant à la carte bénéficie d'espaces qui lui sont spécialement réservés. Outre la cuisine dédiée, il y a un local à fruits, un local à poissons, 2 celliers et une cave à vin. Je vous l'accorde, tout ici est très beau. Mais au risque de passer pour un rabat-joie, je vais vous proposer de ne pas manger dans cette salle, mais dans une autre pièce du restaurant, juste à côté. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit du Café Parisien. Ah, vous ne voulez pas ? Attendez, je vais vous lire un article du magazine The Shipbuilder. Ça vous fera peut-être changer d'avis. Le Café Parisien, installation inédite sur un navire, a été créé en association avec le restaurant. Et des déjeuners et des dîners peuvent y être servis dans les mêmes excellentes conditions et avec les mêmes avantages. Le café a l'apparence d'une charmante véranda ensoleillée, décorée avec goût de treillis français, de lierre et d'autres plantes grimpantes. Il est aussi pourvu de petits groupes de chaises entourant des tables très pratiques. Vous voyez, maintenant vous avez envie d'y aller. Allez, venez. Nettement plus lumineuse et relativement moins chargée, cette salle est l'endroit où ont l'habitude de se rassembler les jeunes passagers de première classe. Il faut dire que tout ici est fait pour rappeler l'ambiance décontractée d'une terrasse de café. C'est un petit coin de Paris au milieu de l'océan. Les tables sont un peu plus petites, mais on peut quand même s'y faire servir les plats du restaurant. D'ailleurs, que prenez-vous ? Comme aucun menu du restaurant à la carte n'a échappé au naufrage du paquebot, il est difficile de savoir avec précision ce qui était servi ici. Cependant, une passagère se souvient y avoir mangé du caviar, du homard, des cailles d'Égypte, des œufs de vanneau et quelques fruits frais. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Il faut bien sûr ajouter à cela un plateau de fromage et le cortège des vins accompagnant chaque plat. Ne vous étonnez pas si une caissière vient vous demander la note à la fin du repas. Comme je vous le disais, le restaurant occupe une place à part, et contrairement au repas de la salle à manger inclus dans le prix du billet, ici, il faut régler la note. Bien sûr, si vous ne faites que manger au restaurant à la carte et que vous avez averti la compagnie avant la croisière, vous aurez une somme déduite du prix de votre billet, car vous n'aurez pris aucun repas à la salle à manger. Bien, je vais vous laisser flâner à bord. Je vous dis à ce soir pour le dîner. Allô, vous m'entendez ? Quoi, ne soyez pas surpris. Certaines des cabines luxueuses de la première classe sont équipées d'un téléphone qui permet de communiquer directement avec les autres passagers, à condition que leur cabine soit aussi équipée. Je voulais savoir si vous vous étiez préparé pour le dîner. Ah, vous ne voyez pas de quoi je parle. Bon, ne bougez pas, j'arrive. En première classe, le repas est incontestablement le moment le plus important de la journée. C'est même un événement mondain. Je vous rappelle que les passagers de première classe sont la crème de l'élite anglo-saxonne du 19e siècle. Le dîner, c'est la grande occasion de voir, et surtout d'être vu. C'est pour ça qu'il faut se faire beau, montrer qu'on en impose. En première classe, on se change 2 à 3 fois par jour, selon l'heure ou l'activité. D'ailleurs, une passagère de première classe, Lady Cynthia Asquith, nous a laissé son ressenti sur les us et coutumes vestimentaires de la première classe. Une part très importante de notre temps était consacrée à s'habiller et à se déshabiller. Nous nous changions tout le temps, une manie qui nécessitait une montagne de bagages. Pour le coup, l'expression « montagne de bagages » est à prendre au sens propre. Le record de bagages emportés par un seul passager est détenu par une certaine Madame Cardeza, passagère de première classe qui voyageait avec son fils et qui avait, tenez-vous bien, 3 caisses, 4 valises et 47 malles. Sérieusement ? Mais enfin, ça va pas ! Elle est malade ! Ayons une petite pensée émue pour ceux qui ont dû charger tout ça à bord. Si le déjeuner peut se prendre en tenue de ville, le soir c'est une autre paire de manches. Il faut être élégant, voire même très élégant. Et pour être sûr que tout le monde ait bien le temps de se préparer, on sonne le dîner 30 minutes avant qu'il ne commence. Pour que tous les passagers soient avertis qu'il est imminent d'aller se pomponner. Vous fichez pas de moi, hein ? Me fiche pas de toi. Pour les messieurs, les choses sont simples. Chemise blanche, costume sombre, nœud papillon ou lavalière. Ne mettez pas de smoking. Vous savez, ces vestes noires en tissu épais, tant prisées par ce cher James. J'ai déjà un smoking. À l'époque où nous sommes, le smoking est une veste qu'on porte uniquement au fumoir, d'où son nom. Comme l'odeur du tabac a tendance à facilement imprégner les vêtements, ces messieurs ont une veste spéciale qu'ils ne portent que lorsqu'ils fument. Ça permet d'éviter que la totalité de la garde-robe ne sente le tabac froid. En plus, les revers des smokings sont en satin, comme ça les cendres peuvent glisser dessus sans abîmer le vêtement. Bref, tout ça pour vous dire que porter une veste qui sent le purin de cigare à un dîner raffiné, c'est hors de question. La seule contrainte qu'ont les messieurs, c'est d'avoir une tenue sobre mais élégante. Cette sobriété masculine a pour but de mettre en valeur les tenues de ces dames qui, elles, sont nettement plus créatives et colorées. Pour les femmes, la préparation est un peu plus complexe. Vous devez être ravissante sans être vulgaire, à la mode tout en portant une tenue adaptée à votre âge. Bien évidemment, il est de bon ton d'exhiber au maximum sa richesse. Pour ça, mesdames, n'hésitez pas à sortir de votre coffret à bijoux vos plus belles parures. N'oubliez pas de prendre avec vous une paire de longs gants blancs qui vous montent jusqu'au coude, et que vous ôterez en prenant place à table. Bien, vous êtes prêts ? Mais oui, vous êtes beau, allons-y. Nous savons que tu es parfaitement stylé.
La salle à manger de première classe est sur le pont D. On peut y accéder via l'escalier arrière, ou les ascenseurs réservés à la première classe. Il est possible d'aller s'y installer entre 8h et 19h30. Enfin, si on prévient le steward avant 13h30, on peut avoir une dérogation et venir manger un peu plus tard avec une limite fixée à 20h15. On accède à la salle à manger en passant par le salon de réception de première classe. Bien sûr, c'est ici, à l'heure du dîner, qu'on a le plus de chances de briller en société, car il faut descendre les escaliers en grande tenue devant un parterre de passagers, tous plus fortunés les uns que les autres. Pour l'anecdote, la descente s'est particulièrement mal passée pour une passagère qui a glissé, est tombée et s'est cassé le bras. Mesdames, si vous avez mis des talons, prenez garde. Allons, qu'est-ce que vous faites? Attendez, on ne peut pas rentrer dans la salle à manger et s'installer comme ça n'importe où. Peu après le départ, un plan de table pour toute la salle a été conçu en fonction des requêtes des passagers. J'ai personnellement demandé au steward de nous mettre un peu à part, histoire que nous soyons tranquilles pour bavarder. Il faut juste patienter un peu jusqu'à ce que le maître d'hôtel vienne nous chercher pour nous placer en salle. En attendant, laissez-moi vous présenter quelques passagers. Les anonymes sont rares en première classe, et comme je vous l'ai dit, il s'agit de la crème de l'élite anglo-saxonne du 19e siècle. Il y a une écrasante majorité d'Américains, d'Anglais et de Canadiens. Ce sont de gros industriels, de grands propriétaires, des magnats de la finance. On trouve même des membres des familles les plus riches au monde, comme par exemple le milliardaire John Jacob Astor IV. Bien sûr, c'est aussi en première classe que voyage Bruce Ismay, le président de la White Star Line, la compagnie à qui appartient le Titanic. Attendez... Je me suis peut-être fourvoyé en vous disant qu'il y avait peu d'anonymes en première classe, car beaucoup de passagers voyagent avec leurs domestiques personnels, valets, femmes de chambre, etc. Ces domestiques sont parfois, eux aussi, logés en première classe, dans des cabines parfois attenantes à celles de leur employeur. Malgré l'opulence grouillante et la richesse clinquante de ces passagers, vous remarquerez que la première classe est davantage constituée par de grands bourgeois anglo-saxons plutôt que par d'authentiques aristocrates. Oh, la noblesse, c'est comme la petite vérole, il vous en reste toujours quelque chose. Mais une chose est sûre, beaucoup de ces passagers ont tout fait pour être de la croisière. En même temps, le voyage inaugural du Titanic de l'Europe vers l'Amérique était un tel événement que pas mal de passagers de première classe ont différé leur date de retour initiale en Amérique, pour pouvoir faire la traversée à bord du Titanic. Funeste idée, me direz-vous. Ah, le maître d'hôtel est là. Eh bien, qu'attendons-nous? Suivons-le. Nous voilà dans la salle à manger de première classe. C'est l'une des plus vastes pièces du navire. Elle fait près de 1000 mètres carrés, et on peut accueillir jusqu'à 554 convives, 4 fois plus que le restaurant à la carte. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas pleine, car nous sommes 350 en première classe, et certains passagers préfèrent dîner au restaurant à la carte, là où nous avons mangé ce midi. La décoration de la salle est de style Louis XVI, et ici, les convives sont répartis sur des tables allant de 2 à 12 personnes. Les boiseries blanches tranchent avec le sol en lino assez sombre. Vous noterez que les fenêtres sont ornées de vitraux qui masquent la vue. L'idée ici est de faire oublier aux passagers qu'ils sont en mer en leur mettant sous les yeux des fenêtres moyennes qui rappellent celles qu'on trouve dans les maisons. Enfin, les maisons des grands bourgeois, n'est-ce pas? Au milieu de la pièce se trouve une table avec 6 couverts. Il s'agit de la table du commandant, le capitaine Smith. Le seul moyen de pouvoir s'y asseoir, c'est d'être invité par le capitaine lui-même. Et le Rohan répondra. Réunissez les Rohirrim. La salle est équipée d'un piano, mais on n'en joue pas pendant le dîner. Il sert pour les offices religieux qui ont lieu le dimanche dans cette même salle. Mais je rassure les mélomanes, l'orchestre viendra jouer vers la fin du repas. Bien, voilà notre table. Asseyons-nous. Vous remarquerez qu'il y a toute une batterie de verres et de couverts devant nous. C'est normal, car nous sommes dans un restaurant flottant très haut de gamme qui reprend les codes des palaces terrestres. Les 4 verres que vous voyez sont tous en cristal. Il y en a un pour l'eau, un pour le vin rouge, un pour le vin blanc et un pour le champagne, naturellement. Je rassure les amateurs de bière, il est possible d'en commander et elle vous sera servie dans une chope. Par contre, je préfère vous prévenir. La nourriture est incluse dans le prix de notre billet, mais les boissons ne le sont pas. Notre steward notera tout ce que nous allons boire sur une fiche, et nous réglerons la note à la fin de la croisière, quand le Titanic arrivera à New York. Donc, d'une certaine façon, c'est gratuit. Vous avez vu qu'il y a une sacrée collection de couverts de part et d'autre de nos assiettes. En fait, ils sont adaptés aux différents plats que nous allons savourer, et pour rester concis, on utilise 1 ou 2 couverts pour chaque plat. Il y a pêle-mêle des fourchettes de plusieurs tailles, des couteaux à poisson, à viande ou à bourron, et bien sûr des cuillères à soupe pour les potages, et des cuillères plus petites pour les sorbets. Je vais vous donner une petite astuce pour que vous ne fassiez pas de faux pas. Les couverts à utiliser en premier sont ceux qui sont les plus loin de votre assiette, et tous les couverts qui sont placés juste au-dessus sont pour les desserts ou les soupes. Bien sûr, tous ces couverts sont en argent et ont été commandés à des fournisseurs qui, d'ordinaire, travaillent pour les palaces. On changera votre assiette entre chaque plat, mais sachez qu'elle sera toujours en porcelaine et dorée à l'or 22 carats. C'est du très haut de gamme. Pour ne rien vous cacher, le fournisseur qui a fabriqué ces assiettes pour la compagnie est le même que celui qui réalise la vaisselle de la famille royale d'Angleterre. Qui a dit qu'on me verrait plus?
Mais assez parlé d'argenterie. Ici, le midi, il y a une formule entrée, grillade, buffet et fromage, et on a le choix entre une multitude de plats que les stewards apportent sur des desserts. Sortez. Mais le soir, c'est différent. On n'a rien à commander, juste à attendre que les plats apparaissent devant nous. D'ailleurs, j'espère que vous avez faim parce que pas moins de 11 plats nous attendent. Je ne m'amuserai pas à tous les détailler. De toute façon, ils sont marqués sur le menu qui se trouve juste sur la table. Retenez juste qu'on commence par des hors-d'œuvre, puis du potage, vient ensuite le poisson, l'entrée, un premier plat suivi d'un sorbet qui fait office de trou normand. On reprend ensuite avec un autre plat, puis la salade avec sa vinaigrette, la fameuse vinaigrette safran champagne. Une fois le tout terminé, on passe aux viandes froides, puis les entremets arrivent, et enfin, les desserts sont servis en même temps que le fromage. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Même pour les gens du début du XXe siècle, 11 plats reste quelque chose de plutôt gargantuesque. Et je vous rassure, pour des raisons évidentes de place dans l'estomac, les portions qui nous seront servies seront plutôt petites. Vous avez déjà fini votre entrée? En même temps, les huîtres, ça se mange vite. Ah, voilà le potage qui arrive. Comme il est plutôt difficile de rendre la présentation d'une soupe spectaculaire, sur le Titanic on a choisi de la servir dans de grosses soupières en argent que le steward apporte près des tables pour faire le service. Avouez que c'est imposant. Comment ? Ah, vous avez soif et vous ne voyez pas de bouteille sur la table pour vous servir. Oh, je vous rappelle que nous sommes en première classe. Hors de question de se servir soi-même. Il y a un steward pour ça. Faites-lui signe et il viendra immédiatement vous servir ce que vous voulez. De la moutarde. De la moutarde? Ça m'est égal. Ça lui m'est égal. D'ailleurs, vous pourrez le gratifier d'un pourboire à la fin du repas, si vous voulez. Il donne pas de pourliche? Allez, allonge en dollars, sale petit rapia de merde. Oh, je profite de cet aparté sur les pourboires pour vous faire une annonce de taille. Si vous aimez cette chaîne et que vous voulez la soutenir financièrement et encourager sa production, c'est désormais possible. J'ai ouvert une page Tipeee. Et bien sûr, des contreparties sont prévues. Ceux que ça intéresse pourront trouver le lien de la page en description. Mais revenons à nos stewards. Si d'aventure vous avez un litige avec l'un d'entre eux, vous pourrez aller en référer au commissaire de bord. Si vous ne savez pas le nom du steward avec qui vous avez un différend, retenez le numéro de son insigne. Il est brodé sur la manche de son uniforme. Oui. Je mets un problème, moi, de ta gueule, moi. Allez, casse-toi. Enfin, ça m'étonnerait fortement que vous ayez des problèmes, car les stewards du Titanic sont vraiment aux petits soins pour les passagers. Une fois le repas achevé, il est possible de rester dans la salle à manger pour siroter des liqueurs et fumer du tabac sous diverses formes, jusqu'à 23h, heure à laquelle les stewards nous prieront gentiment de partir pour fermer la salle. Dans les faits, la pièce est quasiment vide bien avant 23h, car une fois que l'orchestre a terminé de jouer, les passagers s'en vont profiter de la soirée dans les différents salons du navire, ou au fumoir pour les messieurs. Mais je crains que tout ça ne soit pour une prochaine fois. Mais soyez sans crainte, nous sommes bien loin d'avoir terminé notre visite. J'espère que vous avez apprécié cette journée gastronomique en première classe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y convier d'autres personnes en partageant cette vidéo. Vous pouvez également me dire ce que vous avez pensé de la visite dans les commentaires. Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid.